les étudiants, tous les auditeurs anonymes. Donc, je vais passer la parole à Alain Badiou, philosophe Alain Badiou, pour notre causerie et soirée philosophique qui portera sur la jeunesse ou de la jeunesse à l'épreuve de la philosophie. Voilà, je passe la parole à Alain Badiou. Eh bien, je remercie naturellement Aziz Younis à mes côtés, qui a été le médiateur et l'organisateur de tout cela, de ce retour au lycée, en un sens. Bien que j'ai été élève du rival, Louis le Grand. Mais enfin, je suis content de cette réconciliation, ou de cette figure de réconciliation. Et je tiens à remercier aussi, évidemment, le lycée Henri IV tout entier, et sa direction, son proviseur, qui me font l'honneur d'être présent à cette causerie. Alors, ceci étant dit, commençons par les réalités de cette conférence qui va être consacrée, comme il est annoncé, à la jeunesse, et donc au rapport entre la philosophie et la jeunesse. Alors, commençons par les réalités. Alors, il y a une réalité première que je voudrais indiquer, c'est que j'ai 78 ans. Pourquoi diable est-ce que je m'occupe de parler de la jeunesse, et en plus d'en parler à des jeunes? Bon, est-ce que ce n'est pas aux jeunes de parler de leurs expériences de jeunes? Est-ce que je viens vous donner des leçons de sagesse, comme un vieillard qui connaît les dangers de la vie et qui apprend aux jeunes à se méfier, à se tenir tranquille, en laissant le monde comme il est? Alors vous verrez peut-être, j'espère que c'est le contraire, que je viens parler avec vous de ce que la vie peut offrir, des raisons pour lesquelles il faut absolument changer le monde et qu'il faut pour cela prendre des risques. Alors je vais commencer d'assez loin et qui concerne la philosophie. C'est quelque chose que, je l'espère, beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est que Socrate, le père, malgré tout, de tous les philosophes, a été condamné à mort sous le chef d'accusation de corruption de la jeunesse. Alors la philosophie, ça commence donc par l'accusation de corrompre la jeunesse. Alors si j'adopte ce point de vue, je dirais assez simplement que je viens vous corrompre. Alors, mais que veut dire corrompre? C'est à ce moment-là tout le problème. Même dans l'esprit des juges qui ont condamné Socrate à mort sous le chef d'accusation de corruption de la jeunesse, naturellement, il ne s'agissait pas de corruption au sens de l'argent. C'est assez évident dans le cas de Socrate, et ce n'était pas comme une affaire dont les journaux parlent aujourd'hui, sous le nom de corruption, et qui consiste à montrer en général que des gens se sont enrichis en trafiquant de l'argent à partir de leur position de pouvoir. Alors c'est certainement pas ce que ça veut dire, personne ne pensait cela, pas même les juges qui ont condamné le philosophe Socrate à mort. Et au contraire, je voudrais rappeler, ce qui est très connu, qu'un des reproches que Socrate faisait à ses rivaux, les sophistes, c'était précisément de se faire payer. C'était donc lui qui dénonçait, dès cette époque, la corruption des philosophes. Les philosophes, probablement, peuvent aussi être corrompus, vous voyez. Alors, c'est donc pas une affaire d'argent, c'est pas non plus cette corruption, la corruption morale, au sens général, et c'est encore moins des affaires plus ou moins sexuelles dont on parle aussi dans les journaux. Au contraire, on peut voir chez Socrate ou chez Platon, rapportant ou inventant le point de vue de Socrate, conception particulièrement sublime de l'amour, comme vous savez, une conception qui ne le sépare pas complètement du sexe, mais qui le détache.
comme une ascension particulière qu'on peut vivre en partant tout de même du contact avec les beaux corps, comme dira Socrate. Mais ce contact n'est pas une excitation sexuelle à proprement parler, il est le point d'appui pour ce que Socrate appellera l'idée du beau, c'est-à-dire une sorte d'ascension individuelle qui est liée non pas à la seule sexualité, mais à ce qu'on pourrait appeler l'amour sexué. Et cet amour est une composante de la construction intellectuelle et spirituelle de soi-même. Alors finalement, la corruption de la jeunesse, par un philosophe, donc ma mission ici, vous corrompre, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de plaisir, ni finalement une question de pouvoir. Et ce dernier point est sans doute le plus important. On pourrait dire, pour tout résumer, qu'il ne s'agit pas, dans la relation du philosophe à la jeunesse, pensée par les juges comme corruption, on pourrait dire qu'il ne s'agit pas d'une corruption par le pouvoir. Mais il faut voir ce que ça veut dire. En fait, vous le savez, particulièrement dans notre monde, mais depuis toujours en un sens, sexe, argent et pouvoir, c'est une sorte de trilogie. La trilogie de la corruption, on pourrait appeler ça la trilogie de la corruption, sexe, argent, pouvoir. En ce sens, dire que Socrate corrompt la jeunesse, ça aurait été de dire qu'il fait jouer la séduction de la philosophie, car la philosophie a quelque chose de séduisant, il fait jouer la séduction de sa parole pour obtenir un pouvoir. Le philosophe, il en est souvent soupçonné, même aujourd'hui. Le philosophe voudrait se servir des jeunes séduits par la parole, en vue d'une puissance, d'une autorité, ou d'une complicité avec la puissance ou l'autorité. Et les jeunes seraient là pour servir à son ambition. De ce point de vue, il y aurait corruption de la jeunesse, au sens où on la rallierait, par les moyens sophistiqués de la philosophie, à ce qu'on pourrait appeler, avec Nietzsche, une volonté de puissance. Mais je dirais encore une fois, s'agissant de Socrate, au contraire, il y a précisément, chez Socrate, vu par Platon, de façon tout à fait explicite, une dénonciation du caractère corrupteur du pouvoir. C'est le pouvoir qui corrompt, et non pas la philosophie. Il y a chez Platon une critique violente de la tyrannie, du désir de pouvoir, à laquelle il n'y a rien à ajouter, qui est en quelque manière définitive. Il y a la conviction opposée, strictement opposée, ce que le philosophe peut apporter à la politique, c'est non pas du tout la volonté de puissance, qui en est le ressort ordinaire, mais le désintéressement. Le désintéressement. Alors vous voyez qu'on aboutit à une conception de la philosophie étrangère à l'ambition, à la concurrence pour le pouvoir. De ce point de vue-là, à titre de rappel, je voudrais vous lire un passage de la République de Platon, qui nous servira d'introduction. Et je vous le lirai dans une traduction un peu particulière que j'ai réalisée moi-même. Alors vous la trouverez d'ailleurs, cette traduction, si vous voulez, en livre de poche. N'évitons pas, c'est une manière de corruption, les occasions de publicité. Il y a sur la couverture de ce livre, que vous pouvez trouver en collection de poche, il y a la couverture de ce livre, le titre suivant, que je vous donne, Alain Badiou, La République de Platon. Si bien qu'on ne sait pas qui a écrit ce livre. Je reconnais que c'est un titre orgueilleux. Alors le résultat est assez spécial, mais c'est peut-être un livre plus vif, plus accessible pour un jeune d'aujourd'hui qu'une stricte traduction du texte de Platon. Alors ce que je vais vous lire se situe au moment où Platon se pose la question de savoir quel est exactement le rapport entre pouvoir et philosophie, justement.
entre pouvoir politique et philosophie. Et vous allez voir jusqu'où il pousse l'idée du désintéressement. Socrate parle à deux interlocuteurs, deux jeunes précisément, il est donc activement en train de les corrompre dans le dialogue, et c'est pourquoi nous ne quittons pas notre sujet. Il s'agit de Socrate en acte dans les opérations de corruption de la jeunesse. Alors dans la version originale de Platon, ce sont deux garçons, Glaucon et Adimante. Alors, dans ma version plus moderne, évidemment, il y a un garçon, Glauque, et une fille, Amanta. C'est le moindre des choses. Enfin. Alors voici le dialogue. Socrate. Si nous trouvons, pour ceux dont le tour est venu d'assurer une part de pouvoir, une vie bien supérieure à celle que leur propose ce pouvoir, alors nous aurons la possibilité qu'existe une vraie communauté politique. Car ne viendront au pouvoir que ceux pour qui la richesse n'est pas l'argent, mais ce qui est requis pour le bonheur, la vraie vie pleine de riches pensées. Si en revanche courent aux affaires publiques des gens affamés d'avantages personnels, des gens convaincus que le pouvoir favorise toujours l'existence et l'extension de la propriété privée, aucune vraie communauté politique n'est possible. Ces gens se battent férocement pour le pouvoir, et cette guerre, où se mélangent passion privée et puissance publique, détruit, avec les prétendants aux fonctions suprêmes, le pays tout entier. Glauque, le garçon. Oh, spectacle hideux. Socrate, mais dis-moi, connais-tu une vie capable d'engendrer le mépris du pouvoir et de l'État? Amanta, bien sûr, la vie du vrai philosophe, la vie de Socrate. Socrate, ravi, n'exagérons rien. Tenons pour acquis qu'il ne faut pas que parviennent au pouvoir ceux qui en sont amoureux. Dans ce cas, nous n'aurons que la guerre des prétendants. Voilà pourquoi il est nécessaire que se consacre tour à tour à la garde de la communauté politique cette immense masse de gens que je n'hésite pas à déclarer philosophes. Des gens désintéressés, instruits instinctivement de ce que peut être le service public, mais qui savent qu'existent bien d'autres honneurs que ceux qu'on tire de la fréquentation des bureaux de l'État, et une vie bien préférable à celle des dirigeants politiques. Amanta, la vraie vie. Socrate, la vraie vie, oui, qui n'est jamais absente, ou jamais totalement. Et voilà, la philosophie, son thème, son vrai thème, c'est la vraie vie. Et qu'est-ce qu'une vraie vie? Telle est l'unique question du philosophe. Et donc, pour autant qu'il y a corruption de la jeunesse, ce n'est pas du tout au nom de l'argent, des plaisirs ou du pouvoir, mais pour montrer à la jeunesse qu'il existe quelque chose de supérieur à tout cela, la vraie vie, quelque chose qui en vaut la peine, pourquoi il vaut la peine de vivre, et qui laisse loin derrière l'argent, les plaisirs et le pouvoir. Alors la vraie vie, je vous le rappelle, c'est une expression de Rimbaud. Elle vient de la poésie, cette expression. Un vrai poète de la jeunesse, Rimbaud. On ne peut pas dire le contraire. Quelqu'un qui fait de la poésie à partir de son expérience totale de la vie qui commence à peine. 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et c'est lui, c'est Rimbaud qui, dans un moment de désespoir, la jeunesse connaît des moments de désespoir, dans un moment de désespoir, écrit de façon vraiment déchirante, la vraie vie est absente. Évidemment,
dans ma traduction, Socrate faisait allusion à Rimbaud. Il en avait le droit. Je lui en avais donné le droit. Alors ce que la philosophie nous enseigne, ou en tout cas tente de nous enseigner, c'est que si la vraie vie n'est pas toujours présente, elle n'est jamais non plus complètement absente. Qu'elle soit un peu présente, au moins, la vraie vie. C'est ce que veut montrer le philosophe. Et il corrompt la jeunesse au sens où il tente de lui montrer qu'il y a une fausse vie, une vie dévastée, qui est la vie pensée et pratiquée précisément comme la lutte féroce pour le pouvoir et pour l'argent. La vie réduite à la pure et simple satisfaction par tous les moyens des pulsions immédiates et concurrentielles. Alors au fond, dit Socrate, et je ne fais que dire comme lui, il faut lutter pour conquérir la vraie vie contre les préjugés, les idées reçues, l'obéissance aveugle, les coutumes injustifiées, la concurrence illimitée. Fondamentalement, corrompre la jeunesse, cela veut dire une seule chose, tenter de faire que la jeunesse ne rentre pas dans les chemins déjà tracés, qu'elle ne soit pas simplement vouée à une obéissance aux coutumes de la cité, qu'elle puisse inventer quelque chose, proposer une autre orientation en ce qui concerne la vraie vie. Alors finalement, je pense que le point de départ, c'est la conviction de Socrate que la jeunesse a deux ennemis intérieurs. Et que ce sont ces ennemis intérieurs qui la menacent toujours de s'éloigner de la vraie vie, de ne pas reconnaître en elle-même la possibilité de la vraie vie. Alors le premier ennemi, ce serait ce qu'on pourrait appeler la passion pour la vie immédiate, pour le jeu, pour le plaisir, pour l'instant, pour une musique, pour une passade, pour un joint de shit, pour un jeu idiot. Tout cela existe. Tout cela existe. Socrate ne prétend pas le nier, et moi encore moins. Mais quand tout cela s'entasse, est poussé à son comble, quand cette passion organise une vie au jour le jour, une vie suspendue à l'immédiat du temps, une vie où l'avenir est invisible, ou en tout cas totalement obscur, alors on est conduit à une forme de nihilisme, une forme de conception de l'existence sans aucun sens unifié. Une vie dépourvue de signification est donc incapable de durer comme une vie véritable. Ce qui est alors appelé vie, c'est un temps découpé en instants plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Et finalement, avoir le plus d'instants possible à peu près acceptables, c'est ça et cela seul qu'on peut espérer de la vie. Alors, en définitive, cette conception disloque, je pense, l'idée de la vie elle-même. C'est-à-dire qu'elle la disperse, et c'est pourquoi cette vision de la vie est aussi, finalement, une vision de la mort. La vision de la mort par la jeunesse, précisément. Alors, c'est une idée profonde, parce que lorsque la vie est soumise à l'immédiat temporel, elle se disloque elle-même, elle s'éparpille, elle ne se reconnaît plus, elle n'est plus liée à un sens solide. Alors, si on emploie le langage de Freud et de la psychanalyse, sur lequel Platon anticipe très souvent, sur bien des points, on pourrait dire que cette vision de la vie, c'est quand la pulsion de vie est secrètement habitée par la pulsion de mort. Inconsciemment, la mort saisit la vie en la décomposant, en l'arrachant à sa possible signification, et ce serait là le premier ennemi intime de la jeunesse, car la jeunesse traverse inévitablement cette expérience. Elle doit faire cette violente expérience du pouvoir mortel de l'immédiat. Et la philosophie a pour but non pas de nier cette expérience,
vivante, l'expérience vivante de la mort intérieure, mais de la surmonter. D'un autre côté, la deuxième menace intérieure pour un jeune est en apparence le contraire, à savoir la passion plus ou moins explicite pour la réussite, l'idée de devenir quelqu'un de riche, de puissant ou en tout cas de bien installé. L'idée non pas du tout de se consumer dans la vie immédiate, mais au contraire de trouver une bonne place dans l'ordre social existant. La vie devient alors la somme des ruses pour être bien installé, quitte à se soumettre mieux que tous les autres à l'ordre existant afin d'y réussir. Alors, ce n'est pas le régime de la satisfaction immédiate de la jouissance, c'est le régime du projet bien construit, bien installé. On commence les bonnes études dès la maternelle et on continue dans les meilleurs collèges soigneusement sélectionnés. On se retrouve finalement en particulier à Henri IV, où je vous parle, ou à Louis le Grand, où j'ai achevé mes études, et on continue, si l'on peut, dans cette voie. Les grandes écoles, les conseils d'administration, la haute finance, les puissants moyens de communication, les ministères, les chambres de commerce, les start-up côté des milliards en bourse, et on est à la bonne place au sein des places que le monde propose. Au fond, quand on est jeune, je crois, on est souvent sans le savoir, parce que tout cela se fait dans la succession obscure, on est en proie à deux possibles orientations de l'existence, parfois mélangées et contradictoires. Ces deux tentations, je pourrais les résumer ainsi. Soit la passion de brûler sa vie, soit la passion de la construire. La brûler, cela veut dire le culte nihiliste de l'immédiat. Cela peut du reste très bien être le culte de la révolte pure, de l'insurrection, de la soumission, de la rébellion, mais sans effet durable, sans construction, sans maîtrise organisée du temps. On marche sous la devise « No future ». Et si au contraire on oriente sa vie vers la plénitude du futur, la réussite, l'argent, la position sociale, le métier rentable, la famille tranquille, les vacances dans les îles du Sud, n'est-ce pas? Ça va donner un culte conservateur des pouvoirs existants, puisqu'on va s'y installer la vie, on va y installer sa propre vie dans les meilleures conditions possibles. Alors, ce sont les deux virtualités toujours présentes dans le simple fait d'être jeune. En un certain sens, elles définissent à un niveau stratégique ce qu'est la jeunesse, à savoir d'avoir à commencer et donc à orienter son existence. Brûler ou construire, ou les deux. Mais les deux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que cela voudrait dire construire le feu. Mais le feu brûle et étincelle. Le feu a une tendance incoercible à détruire plutôt qu'à construire. Et la vie brûlée est une vie qui ne s'établit pas dans la durée. Et alors c'est parce qu'il y a ces deux passions contraires qu'il y a des jugements si contraires sur la jeunesse depuis longtemps. À vrai dire, depuis toujours. Pas seulement aujourd'hui. Des jugements très contrastés entre l'idée que la jeunesse est un moment merveilleux et l'idée que la jeunesse est un moment terrible de l'existence. Ces deux assertions coexistent depuis presque toujours. Ces deux versions sont présentes dans la littérature, par exemple. Il y a bien quelque chose qui est propre à la jeunesse, mais je pense que c'est cette querelle des passions. Je la définirai ainsi. La jeunesse, c'est le moment de la querelle des passions, avec deux passions fondamentales, mais qui sont toutes les deux des passions. L'idée d'une vie qui se consume dans sa propre intensité, et l'idée d'une vie qui se bâtit pierre à pierre pour arriver à avoir dans la cité une maison bien installée. Alors je vous cite quelques-uns de ces jugements. Je commence, très classiques tous les deux, très connus.
Prenons par exemple 2 vers du Hugo de la légende des siècles, dans Beaux endormis. Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. À une jeunesse, dit Hugo, c'est un triomphe. Il évoque du reste avec discrétion, mais précision, les matins de l'amour, de la victoire voluptueuse. On a des matins triomphants. On a de belles nuits. Et ça, c'est la jeunesse de la volupté triomphante. Mais prenons maintenant Paul Nizan, le début très connu du livre titré Aden Arabi. J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Alors voilà, une jeunesse, nous dit Nizan, ce n'est en tout cas pas ce qu'il y a de meilleur dans l'existence. Alors un triomphe, la jeunesse, un triomphe de la vie, ou un moment incertain et plutôt pénible, parce qu'il est un moment contradictoire, un moment de désorientation. Cette contradiction se retrouve dans toute sa force chez nombre d'écrivains, et particulièrement les poètes. Elle constitue par exemple ce qui est peut-être le thème central de toute l'œuvre de Rimbaud, sur lequel je reviendrai. Rimbaud est intéressant, je vous l'ai dit, c'est le grand poète de la jeunesse, c'est la jeunesse incarnée en poésie. Or Rimbaud soutient les 2 jugements dont je viens de parler. Il dit à la fois les 2 choses, ce que la poésie autorise. La poésie est toujours autorisée à dire 2 choses contradictoires, c'est évidemment son charme, et le défaut que la philosophie lui trouve, quelquefois, depuis Platon. Alors je vous lis, de ce point de vue-là, Rimbaud dit « La jeunesse est une figure merveilleuse », et il dit aussi « La jeunesse est une figure qu'il faut absolument abandonner au passé ». Je vous lis 2 moments littéralement opposés de cette espèce de poème en prose autobiographique qu'est Une saison en enfer. Au début du poème, à la première phrase, nous trouvons ceci: « Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. » Notons que ce jadis, qui semble renvoyer à un passé lointain, concerne le Rimbaud de 17 ans, vu par le Rimbaud de 20 ans. Il s'agit donc d'une vie consumée à toute allure. C'est ça qui est saisissant dans Rimbaud. Rimbaud se sent déjà très vieilli, 3 ans après, ce souvenir presque indistinct d'une vie fabuleuse ou d'une vie qui est un festin. Il s'agit d'une vie qui voit dans son début le signe de la fête, de l'amour et de l'ivresse. Vers la fin d'ailleurs d'une saison en enfer, il dira, mais alors là vraiment, comme s'il était un vieillard qui se souvient péniblement des beaux jours évanouis, 3 ans avant, il dira, n'eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, à écrire sur des feuilles d'or. C'est tout juste s'il s'en souvient. Mais le Rimbaud de ce regret poignant de cette vie fabuleuse est déjà passé en réalité dans l'autre passion, celle de la construction raisonnée. Il est passé d'une passion à une autre en 3 ans. C'est ça qui est arrivé. Et il écrit ceci qui est comme un renoncement à la puissance mortifère des élans, du rapport narcissique à soi-même, de l'immoralité constante. Je cite: « Moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. » C'est vraiment, de façon saisissante, le mouvement entre les 2 passions. Et tout à fait à la fin, ce motif revient lié au renoncement, cette fois à la poésie elle-même. Même la poésie doit être abandonnée. Je cite: « Pointe cantique, tenir le pas gagné. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face, et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, mais la vision de la justice et le plaisir de Dieu seul. Et le final, cependant, c'est la veille,
recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle, et à l'aurore, armés d'une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes. Vous voyez, au début, passion de la vie consumée, héroïsme impatient, poésie et festin. Et à la fin, 3 ans après, plus de cantiques, ce qui veut dire plus de poèmes. On se convertit à la nécessité rugueuse du devoir, de la vie bien construite. Et ce qu'il faut, tout au contraire de ce qui dominait la folle jeunesse, c'est la patience, l'ardente patience. Au fond, en 3 ans, Rimbaud parcourt le mouvement entier des 2 orientations possibles de toute jeunesse, le règne absolu de l'immédiat et de ses jouissances, ou la rugueuse patience du devoir de réussir. Il était un poète errant et il deviendra un trafiquant colonial. Ça se passe généralement en une 30aine d'années, cette métamorphose. Lui, et c'est le génie du poète, il l'a subi et organisé en 3 ans. À partir de tout ça, j'en viens à une question que, à vrai dire, je vous pose, au moins autant que je me la pose. Dans quelle balance, au regard de ce système de passion, pouvons-nous peser ce que vaut la jeunesse aujourd'hui ? Puisqu'on sait que les jugements les plus opposés ont été prononcés, qu'est-ce que nous dirions aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous retiendrions comme résultat d'une pesée des 2 termes de la contradiction qui constitue toute jeunesse? Vers où s'incline la balance? Alors il y a des traits positifs qui semblent caractériser la jeunesse contemporaine et qui devraient la rendre différente des jeunesses qui l'ont précédée. On peut en effet soutenir que pour plusieurs raisons, les jeunes disposent aujourd'hui d'une marge de manœuvre plus grande qu'autrefois, aussi bien d'ailleurs pour enflammer que pour construire leur existence. Pour le dire simplement, il semble que le trait le plus général de la jeunesse, au moins dans notre monde, le monde qu'on appelle l'Occident, soit qu'elle est une jeunesse plus libre. D'abord, c'est une jeunesse qui n'est plus soumise à une sévère initiation. On n'impose pas des rites, souvent rudes, pour marquer le passage de la jeunesse à l'âge adulte, sinon peut-être les concours d'entrée aux grandes écoles. Cette initiation a existé pendant des siècles, et elle a été une part très importante de l'histoire de l'humanité. L'initiation qui marquait le passage de la jeunesse à l'âge adulte. Pendant, en vérité, les dizaines de milliers d'années de l'existence de l'humanité, il y a toujours eu des rites d'initiation, des passages particuliers, socialement organisés de manière très rigide, entre la jeunesse et le monde adulte, qui pouvaient être des marquages sur le corps, des exercices interdits avant et permis après, des épreuves, et qui indiquaient que jeune, ça voulait dire celui qui n'a pas encore été initié. Donc il y avait une définition à la fois précise et négative. On peut dire ça, il y avait de la jeunesse une définition restrictive en un sens, une définition négative. Être jeune, c'était ne pas être encore reconnaissable comme un adulte. Je pense que cet état d'esprit a subsisté jusqu'à il n'y a pas si longtemps, en réalité. Même si la protestation contre cela a toujours existé aussi, a toujours accompagné, la rébellion contre ça a toujours accompagné l'existence. Alors considérez un instant, enfin je vous demande de faire une hypothèse, considérez un instant que mon âge, par exemple, quoique avancé, si on le mesure à l'échelle de toute l'existence historique de l'animal humain, extrêmement grand tout de même. 78 ans, c'est pas grand-chose, après tout, au regard des milliers d'années de l'existence de l'humanité. Et alors, je peux alors dire que ma jeunesse ne remonte pas à une époque extrêmement lointaine. Or, encore dans ma jeunesse, il est absolument évident qu'il y avait une initiation masculine dans la figure du service militaire
et il y avait une initiation féminine dans la figure du mariage. Le jeune homme était adulte quand il avait fait son service militaire, et la jeune fille était une femme, réellement adulte, quand elle était mariée. Comme vous savez, aujourd'hui, ces deux derniers lambeaux de l'initiation moderne ne sont plus que des souvenirs pour grands-parents. On peut donc dire qu'en gros, la jeunesse est soustraite massivement à la question de l'initiation. Le deuxième trait que je soulignerais, c'est qu'il y a infiniment moins de valorisation de la vieillesse, en quelque sorte symétriquement. Dans la société traditionnelle, les vieux sont toujours les maîtres. Ils sont valorisés en tant que tels, naturellement au détriment des jeunes, c'est inévitable. La sagesse est du côté de la longue expérience, du grand âge, de la vieillesse. Aujourd'hui, cette valorisation a pratiquement disparu au profit de son contraire, une valorisation de la jeunesse. C'est ce qui a été appelé le jeunisme. Le jeunisme, c'est comme un renversement du culte ancien des vieillards pleins de sagesse. Je le dis sur le plan théorique ou plutôt idéologique, parce que le pouvoir réel est encore largement concentré dans des mains adultes et même vieillissantes. Mais le jeunisme imprègne la société, qui prend pour modèle les jeunes, et comme le prédisait d'ailleurs Platon à propos des sociétés démocratiques, il le disait déjà, nous avons l'impression que ce sont les vieux qui veulent rester jeunes à tout prix, plutôt que les jeunes qui aspirent à devenir vieux ou même adultes. Le jeunisme, c'est la tendance à se cramponner autant que faire se peut à la jeunesse, à commencer par la jeunesse du corps, au lieu d'assumer comme une supériorité la sagesse du vieillard. D'où le fait que rester en forme est l'impératif de qui vieillit. Jogging, tennis à tout va, fitness, chirurgie esthétique, tout est bon. Il faut être jeune et rester jeune. On voit courir les vieux dans les bois. Du coup, il y a un grave problème pour qui vieillit, c'est-à-dire tout de même à la fin tout le monde. Mais c'est une autre question. Il y a peut-être aussi, du moins en apparence, moins de différenciation interne, de différence de classe, n'ayons pas peur des mots, chez les jeunes eux-mêmes. Alors sur ce point, il n'y a pas besoin non plus de remonter très loin. Dans ma jeunesse, songez qu'à peu près 10% d'une classe d'âge passait le baccalauréat. Et vous voyez que maintenant, en l'espace malgré tout de quelques décennies, ce qui est très court, c'est devenu 60 à 70%. Un changement qualitatif. C'est vraiment un bouleversement des choses. Dans ma jeunesse, un véritable abîme scolaire nous séparait des jeunes qui n'avaient pas passé le bac, ou même c'était l'immense majorité qui n'avait pas fait d'études secondaires. Les jeunes pour qui les études s'arrêtaient vers 11 ou 12 ans au certificat d'études. C'était presque quand même comme s'il y avait de façon explicite deux sociétés dans la société, ou en tout cas deux jeunesses dans la jeunesse. La jeunesse de ceux qui faisaient des études longues formait un autre monde que la jeunesse de ceux qui n'en faisaient pas et qui étaient majoritaires de façon écrasante, 90%. Alors il se pourrait bien qu'aujourd'hui cet abîme de classe entre deux jeunesses, évidemment beaucoup moins visible, beaucoup moins normé par des considérations scolaires immédiates, continue cependant à exister sous d'autres formes, incluant notamment l'origine, le lieu d'habitation, voire les habitus de type vêtements, consommation, conception de ce qu'est la vie immédiate, religion, etc. Un abîme peut-être même encore plus profond, mais moins marqué, moins formalisé, moins apparent. C'est aussi un autre problème. Au vu de tout ce que je viens de rappeler, on peut soutenir que le fait d'être jeune est plus soustrait au marquage social explicite, assumé entre jeunes et adultes, sous la forme de l'initiation, et que donc la transition entre jeunesse et âge adulte est plus souple. Alors du coup, la question de savoir quand est-ce qu'on cesse d'être jeune devient une question difficile.
Elle était très claire quand il existait une initiation. Vous étiez initié, bon, vous étiez de l'autre côté. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de marquage symbolique fort de la jeunesse, même négatif. Il est donc très difficile de savoir, à vrai dire, aujourd'hui, exactement ce que c'est qu'être jeune. C'est une liberté, parce que cela donne à la jeunesse une sorte de fluidité. Mais c'est aussi une incertitude qui prolonge la contradiction intérieure des deux orientations. Brûler sa vie ou la construire. On pourrait dire finalement, ce n'est pas si mal d'être jeune aujourd'hui, c'est plutôt une chance. C'était moins bien avant, c'était une contrainte. On pourrait dire que les traits de la jeunesse contemporaine sont largement ceux d'une liberté neuve, et que donc vous avez de la chance d'être jeune, et que la malchance, c'est d'être vieux, le vent a tourné. Je crois que c'est pas si simple, à vrai dire. D'abord, le fait qu'il n'y ait pas d'initiation est une donnée à double sens. D'une part, ça expose les jeunes à une sorte d'adolescence infinie, donc à l'impossibilité de traiter les passions contradictoires dont j'ai parlé, de régler ces passions. Et cela entraîne aussi, c'est la même chose à l'envers, ce qu'on peut appeler une puérilisation de l'adulte, par contagion, par absence de barrière, par contagion des deux régimes de l'existence, une infantilisation. D'un côté, le jeune peut rester jeune indéfiniment, parce qu'il n'y a pas de marquage particulier, ce qui veut dire d'une certaine façon que l'adulte est un prolongement de l'enfance de façon à la fois continue et partielle. Cette puérilisation de l'adulte, on pourrait dire qu'elle est corrélative aussi de la puissance du marché. Parce que la vie dans notre monde, la vie, la fausse vie, c'est en partie la possibilité d'acheter, d'acheter quoi finalement? Des jouets, des gros jouets, des choses qui nous plaisent et aussi des choses qui en imposent aux autres. Et la société contemporaine nous ordonne, en un certain sens, d'acheter ces choses et de souhaiter pouvoir en acheter le plus possible. Quand on n'achète plus, c'est la crise. C'est la crise. Or, l'idée d'acheter des choses, de jouer avec des choses nouvelles, des voitures nouvelles, des chaussures de marque, des immenses télévisions, des appartements exposés au sud, des vacances en Croatie, de faux tapis iraniens. Tout ça, après tout, c'est caractéristique des désirs de l'enfance, de l'adolescence. Quand cela devient aussi quelque chose qui fonctionne réellement et de façon forte au niveau des adultes, il n'y a vraiment plus de barrière symbolique entre le fait d'être jeune et celui d'être adulte. C'est une sorte de continuité molle. Quand vous devenez adulte, vous pouvez acheter des jouets plus gros, quelque chose comme ça. Et donc, entre l'adolescence des jeunes et la soumission générale et infantilisante à la règle de l'achat, avec des sujets qui comparaissent tous devant la scintillation des marchandises sur le marché mondial, nous avons comme résultat une espèce d'errance de la jeunesse, très visible aujourd'hui. Quand il y avait l'initiation, la jeunesse était fixe, mais maintenant elle est errante. Elle ne connaît pas ses frontières, ses barrières, elle est en commutation constante avec l'âge adulte, et cette errance, c'est ce que j'appellerais aussi une désorientation. Alors que dire du deuxième argument en faveur de la jeunesse, à savoir le fait qu'il n'y ait plus de valorisation de la vieillesse? Eh bien, cela a considérablement renforcé une peur de la jeunesse qui accompagne comme son ombre sa valorisation exclusive. Alors cette peur de la jeunesse, notamment de la jeunesse populaire, est très caractéristique de nos sociétés. Et cette peur n'a plus aucun contrepoids. Autrefois, il y avait une peur de la jeunesse au sens où la vieillesse, la sagesse transmise des vieux, devait, difficilement parfois, la contenir, la maîtriser, lui imposer des identifications ou des barrières. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus inquiétant, qui est la peur de l'errance de la jeunesse, de son absence d'identité.
On a peur de la jeunesse précisément parce qu'on ne sait pas ce qu'elle est, ce qu'elle peut être, parce qu'elle est interne au monde adulte lui-même et en même temps pas tout à fait interne. Elle est autre sans être autre. Le nombre de lois répressives, de pratiques policières, de petites enquêtes, de procédures expressément destinées à traiter cette peur de la jeunesse est un symptôme tout à fait considérable. Il faut le mesurer, vous devez le mesurer, vous êtes dans une société qui à la fois vante sa jeunesse et qui en même temps en a peur. C'est certain. Et cette balance entre les deux a pour résultat que notre société n'arrive pas à traiter le problème de sa propre jeunesse. Ou plus précisément que désormais, une très large fraction de la jeunesse de nos grandes villes est considérée comme un grave problème. Alors quand, comme aujourd'hui, la société n'est plus en mesure de fournir du travail à ces jeunes, les problèmes sont très aggravés, parce qu'au fond, avoir un travail, c'était un peu la dernière forme d'initiation. C'était là que semblait commencer la vie adulte. Mais même ça, aujourd'hui, finit par être très tardif, très différé, et ne pas proposer de barrières strictes à l'errance. Et ce qui demeure est la jeunesse des cités comme classe représentée comme errante et dangereuse. Venons maintenant au troisième argument, le moindre écart entre jeunes d'origines différentes. D'autres différenciations, je l'ai dit, se sont creusées, de provenance, d'identité, de musique, de costume, de résidence. Je dirais que l'abîme s'ouvre à l'intérieur de la jeunesse apparemment unifiée. Avant, peut-être jusqu'aux années 80 du dernier siècle ou au-delà, la jeunesse était séparée en deux. On séparait très tôt ceux qu'on destinait aux fonctions supérieures et ceux qui finalement devaient rester ouvriers ou paysans. Il y avait deux mondes. Alors maintenant, il y a davantage l'apparence d'un même monde, mais petit à petit s'installe l'idée qu'à l'intérieur de ce même monde, il y a, de façon errante et en partie insaisissable, des différences graves, insurmontables. On voit des manifestations étudiantes être tout à fait séparées des brutales révoltes des jeunes des cités. Bien que formellement niée au niveau scolaire, la division de la jeunesse est reconstituée, mais elle est reconstituée dans l'errance et le soupçon. Alors tout ça pour dire que tout ce qui se présente comme de nouvelles libertés pour la jeunesse fait que l'on n'est plus dans le monde qu'on peut appeler le monde de la tradition. Cela est certain, nous sommes partiellement sortis de ce qu'on peut appeler le monde de la tradition, qui est aussi le monde de l'initiation et de la transmission. Mais ne plus y être dans le monde de la tradition, et je souhaite que nous n'y soyons plus, entendez-le bien, ne plus y être pose des problèmes dont la plupart, en vérité, ne sont pas encore résolus. Pas plus du reste pour les jeunes que pour les vieillards. Les premiers sont errants et font peur, et les seconds sont dévalorisés et ségrégués dans des institutions médicalisées pour mourir en paix. Alors je vous propose une idée militante. Il serait très juste d'organiser une vaste manifestation pour une alliance des jeunes et des vieux, à vrai dire dirigée contre les adultes d'aujourd'hui. L'alliance des moins de 25 ans et des plus de 75 contre les quadras et les quinquas. Alors, les jeunes diraient qu'ils en ont assez d'être errants, désorientés et interminablement dépourvus de toute marque de leur existence positive. Ils diraient qu'il n'est pas bon que les adultes fassent semblant d'être éternellement jeunes. Et les vieux diraient qu'ils en ont assez de payer leur dévalorisation, leur sortie de l'image traditionnelle du vieux sage par une mise à la casse, une déportation dans des mouroirs médicalisés et leur totale absence de visibilité sociale. Ce serait très nouveau, très important, cette manifestation mixte. J'ai du reste vu, durant mes nombreux voyages dans le monde entier, pas mal de conférences, pas mal de situations où le public se composait d'un noyau de vieux briscards, de vieux rescapés comme moi, des grands combats des 60s, et puis d'une masse de jeunes qui venaient voir
si le philosophe avait quelque chose à dire concernant l'orientation de leur existence et la possibilité d'une vraie vie. J'ai donc vu partout dans le monde l'esquisse de l'alliance très paradoxale, très particulière dans sa possibilité du monde que nous connaissons, l'esquisse de cette alliance. On pourrait dire que comme à saute-mouton, la jeunesse doit sauter aujourd'hui par-dessus l'âge dominant. Celui qui va de 35 à 60 ans, 65 ans, pour constituer avec nous, les vieux révoltés non résignés, finalement l'alliance des jeunes désorientés et des vieux baroudeurs de l'existence, pour imposer que soit ouvert le chemin de la vraie vie, pour l'ouverture du chemin de la vraie vie. La manifestation pour la vraie vie. Et c'est normal, au fond, qu'une manifestation pour la vraie vie soit la manifestation de ceux qui sont au début et de ceux qui sont à sa fin, encerclant ceux qui sont au milieu et qui ne l'ont pas donné, qui n'ont pas ouvert le chemin de cette vraie vie. Alors, en attendant cette glorieuse manifestation, et m'orientant vers ma conclusion, je dirais que les jeunes me semblent être au seuil d'un nouveau monde. Un monde qui ne sera plus, je le répète, le monde de la tradition. Et pour les jeunes, c'est une transformation très importante. Ce n'est pas toutes les générations qui sont au seuil d'un nouveau monde. C'est une situation particulière, après des millénaires d'initiation, de répétition et de transmission. C'est une situation particulière pour vous, les jeunes. Alors, vous êtes au moment d'une crise des sociétés qui secoue et détruit lentement les derniers restes de la tradition. Et cette destruction, cette négation, nous n'en connaissons pas vraiment le versant positif. C'est cela que je voudrais dire. Je suis dans l'approbation de la sortie de la tradition, mais je m'interroge sur ce que, au-delà de son aspect négatif, elle véhicule, y compris pour vous qui habiterez, d'une façon ou d'une autre, le nouveau monde. Nous savons que cela ouvre incontestablement à une liberté, mais cette liberté est surtout l'absence de certains interdits. Elle est une liberté négative, pour l'instant consumériste, et vouée à la variabilité incessante des produits, des modes et des opinions. Elle ne fixe aucune orientation vers une idée neuve de la vraie vie, et en même temps, elle crée du côté des jeunes une errance, une peur dont on ne sait pas comment la société viendra à bout, parce qu'on ne lui oppose que la fausse vie de la concurrence et de la réussite. Ce que pourrait être une liberté créatrice, affirmative, c'est ça qui sera la tâche du nouveau monde qui viendra. Et comme vous êtes au seuil de ce nouveau monde, il faut être attentif aussi, ce qui est difficile, à ce qui se passe, à ce qui arrive aux jeunes, l'adolescence infinie, le chômage, les différenciations secrètes selon l'origine et les convictions, la désorientation de l'existence, mais aussi les nouvelles relations entre les sexes, avec les adultes, avec les vieux, avec toutes les jeunesses du monde. Ah, il y a tout ça. Et il y a aussi les signes de ce qui pourrait se passer, de ce qui pourrait construire un futur, souvent pas très lisibles, ces signes, un peu cachés. Mais le philosophe se doit d'être attentif, non pas seulement à ce qui se passe, mais à ce qui, dans sa propre expérience, le frappe comme le plus singulier, le plus original, le plus rare, comme ce qui fait signe vers ce qui viendra, plutôt que vers ce qui est. Alors rien n'est plus important pour tout le monde, mais singulièrement pour les jeunes, que d'être attentif aux signes qu'il pourrait se passer autre chose que ce qui se passe. Ces signes, vous les trouvez dans votre propre expérience, dans ce qu'elle a d'original et d'irréductible. Pour le dire autrement, je pense qu'il y a ce dont vous êtes capable et ce dont vous savez que vous êtes capable, et alors c'est la construction de la vie, utiliser ce dont on est capable. Mais il y a ce dont vous ne savez pas encore que vous en êtes capable, et qui justement est le plus important, qui se découvre quand on rencontre quelque chose. Par exemple, quand on tombe amoureux pour de bon, pour prendre une expérience élémentaire.
On s'aperçoit alors qu'on est capable de choses dont franchement on ne se savait pas capable, et dont on n'imaginait pas même être capable, qu'on avait une capacité inconnue. Cette révélation qu'on est capable de bien autre chose que ce qu'on croyait, elle a lieu aussi, bien sûr, quand on participe au soulèvement en faveur d'une nouvelle idée de la vie collective, quand monte en vous une vocation artistique, parce qu'on est bouleversé par une lecture, ou une musique, ou un tableau, quand on est attiré par des problèmes scientifiques inédits. Dans tous ces cas, et dans beaucoup d'autres, on découvre en soi-même une capacité qu'on ignorait. On peut dire qu'il y a ce que vous pouvez construire, mais qu'il y a aussi ce qui vous fait partir plus loin. C'est la régulation de la contradiction dont je suis parti. Il y a ce qui vous installe, et en un certain sens cela arrive aussi toujours. Il y a ce qui vous installe, mais il y a aussi votre capacité de voyage, d'exil, de différence inconnue de vous-même. Il y a les deux à la fois. L'installation peut être révoquée à partir d'une errance qui ne serait plus nihiliste, une errance orientée, une boussole pour trouver la vraie vie. Alors, ce dernier point est en rapport avec la contradiction dont je suis parti, la contradiction entre brûler sa vie ou la construire, et c'est une chose qui, consciemment ou inconsciemment, constitue la subjectivité de la jeunesse. Je dirais qu'il faut établir un lien entre les deux. Il y a ce que vous voulez construire, ce dont vous êtes capable, mais il y a aussi les signes de ce qui vous appelle à partir, à aller au-delà de ce que vous savez faire, construire, installer. La puissance du départ, je l'appellerai comme ça. Construire et partir. Il n'y a pas de contradiction véritable entre les deux à la fin des fins. C'est plutôt une question d'acceptation. Accepter les contraintes de la construction, de l'installation, mais savoir accepter aussi la puissance du départ, y compris savoir renoncer à ce qu'on construit, parce que quelque chose d'autre vous a fait signe. Et quand quelque chose d'autre vous fait signe en direction du renoncement à ce que vous avez construit, il se pourrait que ce soit l'appel de la vraie vie, justement. Ça serait peut-être là qu'elle est, dans son signe ou dans sa résonance. Alors, sous tout cela, je laisserai les derniers mots au poète, parce que sur cette question du départ, du déracinement, de l'arrachement à soi-même, il soit trouvé un langage neuf. En fait, la poésie, en ce sens, c'est la fixation dans le langage d'une éternelle jeunesse. C'est sa définition. Alors, j'emprunte un passage à la conclusion d'un poème de Saint John Perse, poète des années 20 à 50 du dernier siècle. Et ce poème s'appelle Anabase. Anabasis, en grec, soyons un peu cagneux, c'est, comme vous le savez, un mot qui veut dire, pas facile à traduire, un mot qui veut dire remonter, une errance qui revient ou remonte vers une destination difficile, une montée vers, une ascension. En ce sens, c'est une métaphore de la jeunesse. Toute jeunesse, pourrait-on dire, est une anabase. Elle cherche comment partir, comment monter, comment venir à ce qu'on souhaite. Et Anabase, c'est le titre d'un livre grec qui raconte l'histoire de mercenaires engagés dans une guerre civile en Perse. Et l'auteur de ce livre est Xénophon, qui était un officier de mercenaires. C'est pas tous les officiers de mercenaires qui écrivent des livres qu'on lit 2500 ans après pour y apprendre le grec. Ben, il faut reconnaître. C'est un officier de mercenaires remarquable. Et notons cependant qu'il y avait déjà des mercenaires à cette époque, comme aujourd'hui dans toutes les guerres, en Afrique ou au Moyen-Orient, ou même en Europe centrale, vous trouvez des mercenaires. Ce sont des gens qui ne sont pas vraiment concernés par ce qui se passe au niveau politique. Ils font leur travail sanglant de soldats payés par un employeur. Alors dans le cas du livre de Xénophon, l'employeur, qui était un conspirateur perse en réalité pour le trône, est tué dans une grande bataille, leur employeur. Et tous les autres soldats se débandent et les mercenaires grecs se retrouvent en plein centre de la Perse, de la Turquie actuelle, et ils veulent absolument, avec un
courage inébranlable, remonter chez eux, partir vers le nord. Ils sont complètement égarés en pays étrangers et ils doivent partir vers chez eux. C'est ça l'idée. On est abandonné, désorienté, et on pense pourtant pouvoir partir vers ce qu'on peut être, vers ce qui est votre véritable réalité. Finalement, le sujet que vous êtes ne se réalise jamais simplement en construisant solidement sa maison. Il faut aussi qu'il sache partir vers lui-même. Bon, une vraie maison, c'est quoi? Une vraie maison, une vraie maison, c'est ce qu'on sait retrouver quand l'aventure de la pensée et de l'action vous la fait quitter et presque oublier. Une maison dans laquelle on reste toujours, ça n'est qu'une prison volontaire. Dialectique de brûler ou construire. Quand il arrive quelque chose d'important dans la vie, c'est toujours comme un départ, un arrachement, orienté vers ce qui nous semble constituer pour nous la vraie vie. Alors l'anabase, c'est ça, c'est l'idée qu'on est égaré, mais qu'on va s'orienter vers soi-même, trouver le vrai soi-même à l'intérieur de cet égarement et de ce départ. Il y a dans l'anabase de Xénophon une scène magnifique et très connue. Les mercenaires sont des Grecs, et ce sont donc tous des marins. Et en remontant vers le nord, ils finissent par retrouver la mer. Et ils sont remontés, et ils sont montés aussi. Ils sont là, en haut d'une colline, et ils voient la mer. Et ils crient tous « Thalassa, Thalassa », la mer, la mer. La jeunesse, c'est aussi ça. Ça doit l'être. Une anabase vers l'océan du monde. Et le moment de la vraie vie, c'est le moment où on peut dire « Thalassa, Thalassa ». Et alors aujourd'hui, parce qu'elle en a la liberté, la possibilité, la jeunesse n'est plus ligotée par la tradition. Mais que faire de cette liberté, de cette nouvelle errance? Il faut découvrir ce dont on est capable. Quant à la vraie vie créatrice et intense, il faut remonter vers sa propre capacité, inconnue, la découvrir et remonter vers elle. C'est le rapport entre la construction et sa négation. La métaphore en est, pour les mercenaires grecs, le rapport soudain qu'ils découvrent entre le cultivateur, le soldat et le marin. Ils étaient des cultivateurs, ils étaient des marins, ils étaient soldats, et tout cela est fusionné dans le moment où ils voient véritablement la mer qui les a destinés. C'est le cri de ce qu'on a perdu dans l'aventure terrestre et de la vie qu'on retrouve, et qui du coup a pris une nouvelle et intense signification. Thalassa, Thalassa, la mer. Alors voici dans cette même ligne la conclusion du poème de Saint John Perse, Anabase, dont vous allez voir pourquoi il porte ce titre, que je vous lis. Mais, par-dessus les actions des hommes sur la terre, beaucoup de cygnes en voyage, beaucoup de graines en voyage, et sous